faire un petit cours. Alors, Yeshivat Tzemach Tzedek Netanya. Voilà, on va survoler le Bati Legani, on va dire. Parce que le faire dans le texte, finalement, l'intérêt c'est de le faire dans le texte pour le texte, ok? Mais plus on est dans le texte, et moins on explique, et moins on explique, et moins on peut rajouter dans l'explication. C'est un peu une difficulté. Évidemment, quand il y a des textes très compliqués et très complexes, alors il y a besoin de beaucoup expliquer. Mais l'une des qualités des Bati Legani, c'est que c'est pas compliqué, justement. Donc, c'est-à-dire que ça demande pas vraiment d'explications extraordinaires. Quand on fait ta Freshenbe du Rabbi Rachab, forcément, les gens, ils comprennent pas un mot. Donc, il faut tout expliquer. Et là, on se retrouve avec un texte qui coule comme de l'eau. Bati Legani achoti kala, donc le Rabbi Rayat a donné son Mahamar. Ce Mahamar, il est en relation avec Yushvat, le Rabbi, qui se ressent comme Memale Mekomo, c'est-à-dire il remplit la place du Rabbi Rayat. Il n'a pas dit son propre Mahamar, il reprend le Mahamar du Rabbi précédent. A priori, c'est du jamais vu. Ça existe peut-être dans les rabbis précédemment, je ne sais pas. En tout cas, dans notre génération, ce qu'on voit, c'est que on a un Rabbi qui finalement va prendre sur lui de devenir Rabbi par le fait de dire un Mahamar qui ne lui appartient pas. Le Rabbi disait des sichot, même à Yutfat, il a parlé également de Torah, il a dit des sichot à sa manière à lui. Le Rabbi Rayat a précisé que la manière du Rabbi correspond à la manière de son père, le Rabbi Rachab. Et c'est pour ça que le char, c'est-à-dire le pourtour, le char c'est le pourtour qui se trouve autour du Mahamar du Rabbi, voilà. Là, j'ai caché parce qu'ils ont écrit quelque chose que j'aime pas sur mon Rabbi. Donc, j'ai fait un coup de feu. Mais là, ce char-là, il correspond au char. Donc, le char, ça veut dire la porte, le portail. Donc, c'est une manière de mettre Haute-Fousse à l'imprimerie. On reconnaît immédiatement à qui ça appartient. Ça appartient soit au Rabbi, soit au Rabbi Rachab. Voilà. C'est-à-dire que le Rabbi et le Rabbi Rachab empruntent la même porte. S'ils empruntent la même porte, c'est que leur manière d'aborder la Torah, elle est on va dire, d'abord assimilable. L'un et l'autre, on peut voir qu'il y a des... Mais il y a quelque chose qui fait que s'ils ont emprunté cette même porte, c'est qu'il y a quelque chose qui est en relation directe avec la Géoula. Le Rabbi, son travail, son but, il est, comme on le voit dans le Bati Legani, faire que la Shrina réside ici-bas. Donc c'est une obsession chez le Rabbi, de dire la Géoula est là, la Géoula elle est proche, la Géoula elle est, ouvrez les yeux, immédiatement elle va venir, et non mouvan klal ou klal, c'est incompréhensible. Donc c'est pas une fois, deux fois, trois fois, c'est un, comme on dit, un leitmotiv chez le Rabbi, ça s'arrête jamais. Ok? Et si on dit que le char du Rabbi Rachab c'est le même, on va dire, mais est-ce que chez le Rabbi Rachab on a vu cette obsession pour la Géoula? On va dire non, pas d'écart, pas autant que le Rabbi. Alors, on va dire, en quoi, dans ce cas-là, c'est le même char? La manière d'expliquer, d'exprimer. Et le Rabbi Rayat, ça dit que c'est justement une manière qui est difficile. Elle est difficile d'approche. C'est-à-dire que le Rabbi Rayat, lui, avait un char qui lui appartenait totalement différent. C'est celui du Yesod. Le Yesod, c'est la force d'influence, elle a une beauté particulière. Le Rabbi Rayat, c'est très beau. Il a cette beauté de la sagesse de la Torah. Il a cette beauté dans le langage également. C'est pas juste qu'il écrit. Il écrit comme un grand écrivain. Alors, on n'a qu'à voir les zichronotes, Sefer Zichronotes, les souvenirs. Toutes ces histoires qu'il a recueillies de sa famille, de père en fils, et puis de mère en fille, et qui remontent à l'Admor HaZaken, qui lui les a recueillies au moment où il était chez le Maguid. Toutes les histoires du Baal Shem Tov qui sont passées comme ça par le Rabbi Rayat, qui font que tout ce qu'on connaît, nous, sur la Chassidut Rabban, sur les histoires des Chassidim, des grands Chassidim, on connaît par le Rabbi Rayat. Donc c'était un écrivain, on va dire, colossal en réalité. Avec une finesse, on va dire presque sans précédent. Et on dit, il y a deux grands écrivains chez Chabad, on va dire évidemment l'Admor HaZaken, c'est l'Admor HaZaken. Mais le Chidouche, c'est pas qu'il est un grand écrivain, l'Admor HaZaken. Beaucoup plus qu'il est dans une notion de dikdouk. Le grammairien, l'Admor HaZaken, c'est unique au monde et tout le monde, même les opposants à la Chassidut ont toujours dit que l'Admor HaZaken au niveau du dikdouk, de la grammaire, de la conjugaison, c'est pratiquement le plus grand. Ok.
Mais est-ce que c'est pour autant un grand écrivain dans le sens de la liberté du langage et la richesse du langage, etc. Peut-être pas autant que son fils l'Admor Emsaï. L'Admor Emsaï, il y a une écriture fabuleuse. Et chez l'Admor Emsaï, ça c'est le rabbi qui nous explique ça, l'Admor Emsaï, lui, il dit, pour moi, ce n'est pas important le mot que j'utilise. C'est l'idée que je véhicule qui est plus importante. Tandis que chez l'Admor Azaken, c'est pas seulement le mot qui est essentiel, comme dans le Sefer Torah, mais c'est même une lettre ou une autre qu'il faut choisir. L'Admor Emsaï dit non, remplace le mot que j'ai dit par un autre mot. Peu importe. L'important, c'est l'idée que je véhicule. Si bien que quand le Rabbi Hillel de Paris, je vais venir expliquer l'Admor Emsaï, on est toujours avec l'Admor Emsaï, dans Sha'ar Yichud, où il nous explique les Sphirot, nous explique le Daj, le Chorma, Bina, la notion de toutes ces notions qu'il faut avoir étudiées, qui sont importantes. Donc on se retrouve avec des écrivains fabuleux. Le Rabbi Rayatz, d'un certain point de vue, on ne peut pas vraiment être Chabad sans avoir étudié des années le Rabbi Rayatz. C'est ce que le Rabbi va dire également dans ce Mahama, et ce qu'on a vu dans le Dvar Malchut, c'est-à-dire cette notion d'attachement au Rabbi Rayatz, elle doit passer par l'attachement à sa Torah. On va dire, attends, c'est connu que chez Chabad, il y a un côté canaille. Canaille dans le sens, pas le sens français, mais dans le sens de, il n'est pas question que je sois attaché à notre Rabbi comme mon Rabbi. Ok, d'accord. C'est bien que chez Chabad, certains diront, ah, moi j'étudie pas les Rabbim, j'étudie le Rabbi. Ok, mais le Rabbi a dit d'étudier les autres Rabbim aussi. Faut pas étudier, tu étudies bien le Tanya tous les jours. Ah oui, le Tanya c'est le Tanya. Ok, de la même manière que tu étudies le Tanya, tu sais bien que pour avoir une connaissance de la Chassidut Chabad, il faut avoir étudié l'Admor Emsaï, c'est impossible. Autrement, tu es un débutant, tu seras toujours un débutant. Parce que là-bas, il y a des vraies explications sur les sphérot, des notions importantes que tu dois intégrer. Tu ne demandes peut-être pas d'étudier les livres les plus profonds. Ok. Mais quand même, Sha'ar Yichud, au moins une fois, tu dois aller vers Sha'ar Yichud. Le Der Mitzvot Techa, tout le monde a commencé un petit peu plus ou moins avec le Der Mitzvot Techa de Tzemar Tzedek, etc., etc. C'est-à-dire que, ok, ton rabbi, c'est le rabbi, c'est vrai. Mais pour vraiment connaître, comprendre le rabbi, tu dois aussi aller vers les autres rabbis. C'est une famille, ce sont des sphirot. Tu peux pas dire, il n'y a que la malchoute et c'est terminé. C'est vrai. Mais la malchoute, elle te dit, tiens, regarde, il y a les autres sphirot. Si bien que le rabbi, quand on va lui poser la question, mais pourquoi vous éditez tous ces livres? On a posé cette question au rabbi. Qui va étudier tout ça? Dans la Chassidut de Pologne, quand un rabbi sort un livre, c'est extraordinaire. Mais chez Chabad, un rabbi sort toujours un minimum de 20 livres. Un minimum. Parce que la plupart ne sont pas encore tous édités. Alors on va dire, et chez le rabbi, on voit que c'est des centaines de livres. Avec tous les livres que l'on fait à partir des lettres du rabbi, les livres de halachot, etc., etc. Donc on va dire, ok, c'est vrai qu'avec le rabbi, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi étudier. Mais le rabbi, quand on lui a dit, donc, pourquoi vous éditez tous ces livres, qui va les étudier? Le rabbi expliquait que, en plus d'être attaché au Nasi Ador, on est aussi attaché à un des rabbis. C'est pas forcément qu'on va être attaché toute sa vie, parce qu'on change. Mais on est attaché avec un des rabbis dans une certaine période, par exemple. Donc il y a des périodes où on est attaché à l'Admor Emsaï, des périodes où on est attaché au Rabbi Rachab. On peut pas dire qu'on a étudié Tampret Mimim, si on n'a pas étudié Samervav. Ok, le Hainbet, c'est pour les grands mashpim, d'accord, mais ça aussi c'est une légende. C'est-à-dire que on est obligé d'étudier le Rabbi Rachab aussi. Parce que sinon, on ne sait pas ce que c'est la Elokut. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas chez le Rabbi la force de Kitsour, de synthèse du Rabbi qui est extraordinaire, si on n'a pas précédemment étudié le Rabbi Rachab. Mais ce qu'on va prendre chez le Rabbi Rayatz, c'est par ça qu'on a commencé, c'est que le Rabbi Rayatz, en dehors du Mamar de Batel-Gani, il y a ces Mamarim merveilleux qui te prennent par la main et qui t'expliquent des notions et qui te les répètent, qui te donnent des exemples. Et ça, c'est unique. C'est-à-dire, aucun des rabbins n'a fait une explication comme ça détaillée comme le Rabbi Rayatz. Il faut remonter à l'Admor Emsaï pour retrouver un approfondissement de ce genre-là, c'est-à-dire une longueur dans l'approfondissement. Mais l'Admor Emsaï est tellement élevé, le Rabbi Moharash a dit, l'Admor Emsaï nous a laissé beaucoup de livres, mais il les a laissés à personne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont tellement hauts. Qui étudie Imre Bina, qui étudie Shara
Pirush Hamilot, c'est des livres tellement élevés, ok? Donc si tu n'as pas fait de Kabbalah, tu t'es pas approfondi dans la Kabbalah, c'est vrai que tu n'es pas trop attiré par tout ça parce que tu comprends rien. Mais le Rabbi Rayatz, le miracle, c'est qu'il vient t'expliquer des notions très très profondes de la Kabbalah en te prenant par la main, en t'expliquant. Il y a quelquefois chez le Rabbi Rayatz des choses étonnantes. C'est-à-dire, il est capable de te dire des choses qui vont choquer aussi. Et tout à coup, il te dit, oui, il veut la Géoula, et puis il est en train de mettre son doigt dans le nez en étudiant la Chassidut. Un truc comme ça, on ne s'attend pas de voir que le Rabbi nous dise ça. Ou il fait un cours de Tania avec son petit café. C'est-à-dire, c'est cup of tea, comme on dit, le déjeuner ou le goûter l'après-midi avec un petit cours de Tania. On va dire, pourquoi il nous donne des images comme ça? Parce que les images, c'est le propre du Yesod. Le Yesod, c'est la force d'influence, et en particulier la beauté, la clarté de l'image. Donc, franchement, on va dire presque que l'un des plus favorables à l'étude avant la prière de tous les rabbins, c'est le Rabbi Rayatz. Personnellement, des années, j'ai étudié le Rabbi Rayatz avant la Tfila, et tu rentres dans une atmosphère comme ça, vraiment de subtilité extraordinaire. On va dire, mais chez le Rabbi, c'est subtil. Oui, mais le Rabbi, c'est rentre dedans, on va dire. C'est la malchoute. Le Rabbi, c'est comme un coup de poing dans la figure, c'est une bombe atomique. C'est pas qu'il vient te séduire pour te faire comprendre quelque chose. Or, le Rabbi Rayatz, il fait ça. Il vient à ta portée, il te prend, il t'explique. Et du coup, tu comprends véritablement des choses que tu avais pris comme, on dirait en hébreu, comme des sismaot. C'est-à-dire tu sais, comme tu as une pancarte, tu donnes une information à une autre pancarte, etc. Tu vois? Quelquefois, on voit ça avec le monde de ceux qui vivent par Kabbalatol uniquement. Tu leur dis quelque chose, ils te sortent un passouk. Tu dis autre chose, ils te sortent un autre passouk, un autre verset. Ok. Ou que des évidences. Ok, il y a des évidences, mais j'ai des problèmes, j'ai une âme, j'ai des ressentiments, j'ai besoin d'expliquer. Ok. Et le Rabbi Rayatz, il a conscience de ça. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il te fait pas une Torah que sur des évidences. Il te dit, viens, je t'explique, viens, je comprends le problème, on va rentrer dedans, là. Et là, tu rentres dans un monde d'une beauté, d'un niveau raffiné extraordinaire. Et c'est pour ça que l'être lui-même, le Rabbi Rayatz, il est extrêmement raffiné. Et ça, c'est finalement ce Mahamar de Batelegani, il vient de terminer une période. La période de l'influence du Yesod. On passe à la Malchut. La Malchut, immédiatement, le Rabbi nous dit Aïkar wa Maaseh. L'essentiel, c'est l'action. Et là, on se dit, attends, et la Malchut, alors, mais quel est le lien de la Malchut? Le Rabbi, la Malchut, c'est la révélation. La révélation, le dévoilement. Le dévoilement, la révélation, c'est essentiel. Donc c'est un aspect féminin. La dernière génération, les liée à la Malchut, c'est un aspect féminin qui a pour but de concrétiser. Un homme qui se marie concrétise tous ses sentiments dans la réalité. Ne serait-ce que par le fait d'enfanter des enfants. Ces enfants concrétisent ses sentiments dans la réalité. Ok. Et chaque enfant peut voir qu'il a l'expression particulière d'un des sentiments du père. Ou jusqu'à un état où un enfant, peut-être l'aîné, souvent c'est l'aîné, qui prend un peu en brut les choses, et après ça se raffine. Et après de nouveau, les choses reviennent en brut et on raffine une seconde fois. Tout dépend combien il y en a d'enfants. Mais plus il aurait d'enfants, plus il aurait l'occasion de raffiner ses sentiments en réalité. C'est extraordinaire ça. Mais on peut remarquer également qu'il y a un enfant donc qui, comme il a tout en brut, il renvoie au père une image de lui-même qui est peu favorable à ses yeux. Et quand il va s'énerver sur cet enfant, il va s'énerver beaucoup plus que sur les autres enfants. Parce que là, il y a un aspect de lui-même qu'il n'aime pas trop. Donc, si au lieu de s'énerver, il comprendrait que cet enfant me dévoile un aspect de moi-même que je dois aller taquiner, réparer, donc, allons-y, faisons un travail vers moi-même. De la même manière que j'aimerais pas qu'on me crie du matin au soir, ou qu'on soit violent dans le langage avec moi, parce que je me comporte d'une manière comme ça ou comme ci, de la même manière, je dois exprimer de la générosité avec cet enfant, en particulier. Parce que justement, sa manière d'être me présente sous un jour défavorable, j'ai comme l'impression que les autres me voient dans mon mauvais jour. C'est ça en fait au niveau psychologique.
Et le Rabbi Rayatz, il vient avec toi et t'explique ce genre de choses-là. Il t'explique comment une sphira, elle est, dans tous les exemples qu'il est possible d'expliquer d'une sphira. Et le Rabbi, on va dire, ok, j'ai pas compris une chose. C'est quoi le lien du Rabbi avec la Torah du Rabbi Rachab? Quand on regarde le Rabbi Rachab, c'est une décision. La décision de prendre les niveaux les plus élevés de la Chassidut, tels qu'ils sont développés chez l'Admor Emsaï, et de les amener au niveau de Amassé ou Haïkar. L'action, c'est l'essentiel. On va dire, mais comment on sait ça d'abord? Est-ce que ça a été prouvé? Oui. Tompret Mimim, les yeshivot, du Rabbi Rachab, la yeshiva Tompret Mimim, c'est exactement ça. Prendre les niveaux les plus hauts de la Chassidut et les amener dans une action concrète. Un jeune chassid qui est maintenant imprégné, complètement noyé dans le monde de la Chassidut et qui vit à un niveau d'exaltation intérieure qui se répercute sur son caractère, sur son comportement, sur son engagement. Ça, c'est unique. C'est-à-dire, comment on va dire, quand on est avec les Tmimim, quelquefois, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de te retrouver, par exemple chez le Rabbi, à Tishri, je me rappelle une fois à Tishri, j'étais chez le Rabbi, je suis resté que dans la souka. Tout le monde m'invitait, j'y allais pas. Tu vas manger chez les Baalei Batim, viens manger chez nous sur la souka. Je restais sur la souka avec les Tmimim. Pourquoi? Parce que c'était un vrai bonheur de me retrouver autour des Tmimim et de voir comment ils se comportaient. En plus, ils s'occupaient des enfants, des enfants plus petits, ils chantaient des nigunim. Il y avait une impression d'Idvadut continue. Et cet engagement, en fait, dans la Torah du Rabbi, certains, je les voyais, ah non, ils mangeaient rien, ils goûtaient rien tant qu'il n'avait pas fini son Rambam. C'est extraordinaire de voir ça. Et ça, cet engagement-là, on le trouve nulle part. À l'armée, mais pas dans le judaïsme religieux, on va dire orthodoxe. Pas un tel engagement. Un tel engagement, c'est l'idée que vraiment nous sommes Tzivot Hashem, les armées de Dieu, et que l'on doit s'engager pour entraîner le monde vers la Géoula. C'est une action concrète. Et ça, on le trouve vraiment chez les Tmimim. Et ça, c'est à la fois, on va dire, dévoilé chez le Rabbi Rachab et chez le Rabbi. Comme chez nul autre des autres rabbis. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le Rabbi Rayatz lui-même, il n'avait pas autant le temps que le Rabbi de s'occuper de cette génération. Il était en proie aux attaques de l'extérieur, de la GPU, de la guerre, de tout ce qui s'est passé. Finalement, c'est le Rabbi qui a passé les épreuves les plus difficiles. Certains disent que le Messirut Nefesh du Rabbi Rayatz n'a d'équivalent que le Messirut Nefesh que l'on trouvait à l'époque des rois d'Israël. C'est-à-dire, c'est impossible d'avoir passé tout ce qu'il a passé, d'avoir vécu tout ce qu'il a vécu. C'est-à-dire que quand on lit ces Réchimot, de l'enfermement, comment il a été enfermé, comment il a été interrogé, etc., ça déchire le cœur. Comment un homme aussi raffiné, aussi élevé, aussi spirituel, aussi kadosh, se retrouve être la proie dans les mains de juifs aussi bas, aussi grossiers, qui parlent de manière vulgaire, et tu te dis, comment c'est possible? Alors ça fait mal au cœur, au-delà de tout. Ça fait mal au cœur, juste la confrontation de ces deux mondes-là. Et cet homme-là, il a eu la force de le vivre, et non pas de le vivre uniquement comme un tzaddik, mais être descendu au niveau de l'homme du commun, on va dire le Benoni presque, pour que chacun d'entre nous, on puisse passer cette épreuve. C'est ce qu'a fait le Rabbi Rayatz. Mais d'où il avait la force de faire ça? Parce que dans sa Torah, déjà, il vient vers nous de cette manière-là. Déjà, il vient vers nous à notre approche, il se met à notre place, il se met dans l'idée que peut-être on ne va pas comprendre, alors il va nous expliquer encore plus et encore plus. Donc quand arrive le Rabbi ne va pas faire ce travail-là, puisque le Rabbi Rayatz l'a déjà fait. Mais le Rabbi, lui, il synthétise. Il dit, voilà, tac, 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 je vous explique le Tzimtzum, 3 lignes. Il a expliqué tous les livres sur le Tzimtzum qui sont des commentaires, des discussions, des disputes, etc. 3 lignes d'une prodigieuse clarté, il a tout expliqué. Ça, c'est la Torah du Rabbi. C'est-à-dire tout savoir au final, savoir exactement le fin mot de l'histoire, c'est le Rabbi.
Mais il y a des anagotes du rabbi que l'on retrouve chez le rabbi Rayat. Par exemple, le fait des comportements. Dans un Mahamar, les rabbis ne donnent pas tellement de détails techniques ou on va dire des oraot, c'est-à-dire des enseignements techniques. Le rabbi Rayat, oui, il commence. Ne serait-ce que par le fait qu'il va commencer par citer tous les rabbis. Les rabbis ne citaient pas tous les rabbis dans leur Mahamarim. Pourquoi ils auraient fait ça? On savait très bien que leur Torah venait des rabbis. Le rabbi Rayat, qui est Yesod, et Yesod, on explique que c'est une sphira particulière parce que ce qu'on dira sur la Malchut, elle n'a rien d'elle-même, on pourrait l'attribuer au Yesod. Le Yesod, c'est comme un tsinor, un conduit qui reçoit la vitalité de tout ce qui a précédé. Voilà. Et lui, ce conduit ou cet entonnoir, il n'a pas forcément son propre chidouche. Son chidouche, c'est d'être séduisant, beau, dans le langage, dans l'esprit, dans la manière de mettre en avant les choses, de les disséquer, de les expliquer. Souvent, pour expliquer le Yesod dans des cours, je disais, c'est comme quelqu'un qui n'a pas lu un livre, mais qui en a entendu parler par des autres, et qui est capable de te l'expliquer tellement bien que tu es sûr qu'il a lu. Mais il a juste entendu d'autres personnes en parler. Ça, c'est le Yesod, ce qu'il est capable de faire. Donc, quelqu'un qui est comme Yosef, comme, je sais pas, Shalom, ces prénoms qui sont attachés au Yesod, ils ont cette faculté-là. Et chez le rabbi Yosef Yitzhak, c'est flagrant. Comme Yosef est tombé en prison, lui aussi il était en prison. Yosef avait cette beauté, lui il a cette beauté. Yosef est capable de gérer des choses incroyables. Le rabbi Rayat, c'est la même chose. Le rabbi Rayat, sa vie dans son enfance, c'est comme un agent secret finalement. Il va d'un endroit à l'autre, il se déplace, il voit des chefs de communauté, il court, il a peu de temps pour faire sa prière, il a peu de temps pour ci, pour ça, il descend d'un train, il prend un autre train. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit s'occuper des communautés, il doit s'occuper d'annuler des décrets. On va dire, ben, c'est un adolescent. C'est un adolescent, mais le rabbi Rachab sait tout ce qu'il va devoir passer dans sa vie. S'il ne lui donne pas maintenant ces forces-là dans l'expression, il sait qu'il les a, ces forces. Il faut les exprimer au plus vite. Donc même quand il envoie un autre chassid avec le rabbi Rayat, il lui dit c'est lui qui va prendre les décisions, c'est lui qui va parler. Toi, tu vas l'accompagner, tu vas l'aider. Mais en aucun cas, tu vas prendre les décisions à sa place. Et là, c'est un vieux chassid avec une grande sagesse, une grande connaissance et une grande expérience de la vie également, même communautaire. Mais pourtant, c'est le jeune adolescent, le rabbi Rayat, qui va prendre les décisions. Et ça, c'est ce que son père a mis en place dès sa plus jeune enfance. Donc c'est extraordinaire. Et on voit combien ça va lui servir toute sa vie pour passer toutes les épreuves qu'il va passer. Ok. Donc on comprend bien que même le fait que le rabbi Rayat s'est mis en avant le rabbi d'une telle manière qu'il ait choisi ce gendre-là, et que quand il a fui la Russie, on lui a dit ok, tu peux partir. Il a dit je ne partirai pas sans mes livres. Il a dit donc ok, finalement on lui accorde la possibilité d'emporter la moitié de ses livres. Ensuite il dit je ne partirai pas sans mon gendre. On lui dit écoute Rabbi, tu te trouveras un autre gendre là-bas. Il y a un gendre comme ça, il n'y en a pas d'autre. Donc, il n'est pas parti tant qu'on ne lui accorde pas la possibilité de partir avec son gendre. Et on voit qu'il y a une transmission, il y a un choix. Le rabbi Rayat a choisi le rabbi, de la même manière que le rabbi va nous choisir, nous, en tant qu'individus, chaque chassid de sa génération. Et ça, cette passation, c'est tout le sujet de Bati Legani, en fait. Bati Legani, c'est le Yesod, la force d'influence du Rabbi Rayat qui vient dans le Gan. Et le Gan, c'est toujours la Malchut. Parce que le Gan, le Rabbi Rachab dans le Samer Vav, il nous dit, en fait, Gan Eden, c'est deux mots qu'on a réunis. D'un côté, il y a Eden et d'un autre côté, il y a Gan. Gan, ça veut dire le jardin. Eden, ça veut dire délice, le plaisir. Quand tu réunis les deux, ça veut dire un jardin de délice, un jardin de plaisir. C'est ça que ça veut dire Gan Eden. Le Eden, par contre, il vient de la Chokhmah, de la sagesse divine. Là-bas brille le Keter, qui est essentiellement fait de plaisir dans son intériorité. Donc cette intériorité du Keter brille dans la Chokhmah. Du coup, la Chokhmah, c'est un plaisir de sagesse intellectuelle et ce qui dépasse l'intellect. Ok. Et qu'est-ce que donc la sagesse divine, forcément. Et qu'est-ce que le Gan? Le Gan, c'est la royauté, la Malchut, c'est la dernière des Sphirot.
On va dire, alors, mais quel lien il peut avoir concrètement entre la dernière des Sphirot et la première, puisqu'ils sont tellement éloignés? D'autant plus que la Malchut va donner naissance au monde de la séparation, ce qu'on peut considérer comme le début de la mort, alors que la Chokhmah, Veyamotu velo bechokma, on ne peut pas mourir dans la Chokhmah, donc la Chokhmah c'est la vie éternelle. C'est comme si tu parles de l'arbre de la vie éternelle et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça c'est la Malchut, c'est elle, c'est la Malchut. On va dire quel est le lien qui peut exister entre les deux. Les sages nous disent Abba Yassad Brata. Le père va donner naissance à la fille. Mais va donner naissance, c'est pas juste à traduire comme ça. Yassad, c'est Yesod. Le père va donner le fondement de la fille. Et le Yesod, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire comment l'Admorazaken va être celui qui influence le Rabbi par le biais du Yesod. Par le biais du Rabbi Rayatz, l'Admorazaken va influencer le Rabbi directement. Du coup, on voit un lien particulier entre l'Admorazaken et le Rabbi. Les deux sont des géants dans la Torah dévoilée et la Torah cachée. Chez le Rabbi Rayatz, on ne voit pas tellement mis en avant le fait de la Torah dévoilée, la Gemara, la Halacha, etc. Bien sûr, tous ces mamarim sont remplis, mais c'est pas mis en avant ni comme son père. Rabbi Morash avait ce côté de mettre en avant quand même beaucoup de niglé, beaucoup de Torah dévoilée. Et chez le Rabbi Rayatz, non, les mamarim ont vraiment de la Pimiuta Torah à part entière. Son grand-père, pardon, je voulais dire, Rabbi Morash, le grand-père du Rabbi Rayatz. Mais Rabbi Rayatz, lui, il prend le courant comme son propre père, c'est-à-dire investi totalement dans la Pimiuta Torah. Alors on va dire, c'est extraordinaire qu'il y a 3 passages incroyables. Le Rabbi l'Admorazaken, qui ouvre la porte, qui est une âme nouvelle, qui va ouvrir la porte de la Chassidut Chabad. Il va structurer, parce que c'est une mission qu'on lui a donnée, la Chassidut Chabad autour du livre qui s'appelle le Tanya. Et le Tanya lui-même, c'est une structure qui est mise en place pour que notre cerveau, Megoucham, on va dire, grossier, entre guillemets, c'est-à-dire attaché à la matière, au plaisir de la matière, puisse quand même, toutefois, comprendre la Elokut, le divin. Ensuite, on verra qu'il y a tous les rabbins qui vont travailler dans ce sens-là. Viendra le Rabbi Rachab, il va dire, il faut que l'adolescent se plonge totalement dans la Chassidut. Et pour ça, il met pour la première fois en place des yeshivot où on va dormir dans la yeshiva. On va habiter, on va manger, on va tout le temps être dans la yeshiva. Auparavant, les yeshivot, les gens ne dormaient pas dans la yeshiva. Ils venaient étudier, ils allaient dormir dans des appartements à côté, chez des gens, dans des maisons d'hôtes. Mais on ne dormait pas à la yeshiva. Tout à coup, lui dit, non, il y a une nécessité de s'immerger dans la yeshiva. Ça, c'est le Rabbi Rachab. Et le Rabbi Rayatz, lui, il va prendre cette structure-là, il va la transmettre finalement à son gendre pour en fait un nouveau monde. Un monde d'un judaïsme nouveau qui n'a jamais existé, qui non seulement va solidifier ce qui est déjà construit, c'est-à-dire la structure des Chabad qui sont Chabad de père en fils depuis maintenant 2 siècles, on va dire, 2 siècles et demi, et en plus de ça, qui est capable tout à coup, dans une nouvelle génération, de donner naissance à des balais de Tchouva, qui deviennent des Chabad qui ne sont pas nés chez Chabad, qui ont peut-être étudié dans des écoles des Goïm, et qui tout à coup sont capables non seulement d'étudier la Chassidut, mais d'enseigner la Chassidut. Et ça, c'est tout simplement des miracles. Alors évidemment, ça bouscule le fait établi, comme les Français ont bousculé au 770, bousculé réellement, c'est parti. Concrètement, ont bousculé les Américains qui étaient en place, et pour eux, c'était une bêta knesset de famille, finalement. De génération en génération, les Français sont arrivés, ils ont tout bousculé. Et le fait d'avoir bousculé, c'est de dire, non, il y a des nouvelles racines. Mais comment il y a des nouvelles racines? C'est pas possible. Les racines sont celles que l'on a, nous, depuis l'Admorazaken. Et précédemment. C'est-à-dire qu'avant l'Admorazaken, c'était déjà des grandes lignées de familles, etc., qui étaient de génération en génération dans Torah et Mitzvot. Mais tout à coup, non, nous, on a des nouvelles racines qui commencent avec le Rabbi.
C'est tout. Comment? C'est des nouveaux arbres qui commencent avec le rabbi? C'est possible? Oui. Et ça, c'est vrai que c'était impossible avant que le Rabbi Rayas n'envoie les chassidim en shlichut. Au début, c'était vraiment des grands chassidim, le Rav Nevanov, le Rav Mathiozov, etc., qui les envoie en Tunisie, qui les envoie au Maroc. C'est pas rien cette action-là qu'a commencé le Rabbi Rayas. C'est le début finalement de la relation, déjà entre le monde ashkénaze et le monde sfarad. Le fait de s'être attaché pour les chassidim également à quelqu'un comme Baba Saleh, etc., c'est de comprendre que pour les âmes, il n'y a plus uniquement une seule lignée qui va établir ma qualité. La lignée, en fait, elle est infinie. On peut venir de tous les milieux. C'est ce que l'on choisit qui est l'essentiel. Pas ce que l'on est par la naissance. C'est beaucoup. Et ce qu'on découvre, c'est qu'on a une âme prédisposée à ça. De la même manière que quelqu'un qui n'est pas juif ne peut pas le devenir, ou il a une âme juive ou il n'en a pas, c'est tout. Oui. De la même manière, si tu n'as pas en toi la graine du chassid qui va s'épanouir, tu ne peux pas l'avoir, c'est tout. Donc si tu l'as, tu vas être dans l'impossibilité de ne pas te tourner vers le Rabbi, vers sa Torah, et vers la conscience que Torah et Mitzvot, par la vitalité de la Chassidut Chabad, c'est d'abord de commencer à y comprendre quelque chose, et d'être totalement soumis, et d'être attaché au Rabbi, parce que c'est un élixir de vie qui va te diriger vers le monde qui est le tien finalement, où tu vas trouver ta place de Mekabel et de Mashpia à la fois. Tu vas recevoir et tu vas être celui qui donne. Et ça, tout ça, pour nous, dans notre génération, quand est-ce que ça commence? Avec Bati Legani. Bati Legani, Yud Shvat, Yud Aleph Shvat. Le Rabbi, alors Yud Aleph, à 11h du soir, il entraîne le monde vers un renouveau qui est fait de tout ce qui a existé, mais qui nous offre de nouvelles racines. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, Yechia Melech HaMashiach. C'est pour ça que le Rabbi, c'est le Mashiach. C'est parce qu'il y a eu un premier, qu'il est le 7e, et que le 7e est chéri, et que la Shekhinah est revenue dans ce monde. On va dire, on ne la voit pas du tout. On ne la voit pas, c'est notre problème. Mais elle est là. Le Beth Amikdash est là. La table est déjà dressée, le Farbringen est déjà commencé. Je suis en train d'arriver en retard au Farbringen de la Géoula. Il faut se dépêcher. Yechia Melech HaMashiach.